regardez la seconde partie d'une vidéo dans laquelle j'ai pour but de remettre en question des idées reçues répandues sur la musique et le son. Vous pouvez tout à fait regarder cette deuxième partie sans avoir vu la première, mais ça vous explique qu'il n'y ait pas de meilleure intro. Pour information, la vidéo que vous regardez actuellement se concentrera sur des idées reçues répandues surtout chez les musiciens et les ingénieurs du son, donc rentrera un peu plus dans la technique, alors que la première partie se concentrait plutôt sur des idées reçues répandues dans le public aussi, donc avec des explications un peu plus accessibles. Bon visionnage. C'est une idée très répandue chez les jeunes musiciens, et malheureusement pas que l'harmonie et sa complexité seraient gages de qualité. Encore une fois, c'est une idée qui n'a d'autre but que l'élitisme. Mais au-delà de ça, je voudrais rappeler que la complexité harmonique n'est pas souvent le signe d'une virtuosité d'écriture. Tout le monde, pour peu d'en savoir l'existence, peut écrire ou jouer des accords à plus de 3 sons. Emprunter des accords à d'autres modes, mettre des dominantes secondaires, des substitutions tritoniques, des tierces picardes, des degrés napolitains, et que sais-je encore. Mais la vraie maîtrise de la composition, selon moi en tout cas, c'est la structure. La vraie difficulté en musique, c'est d'alterner consonance et dissonance avec finesse. C'est savoir quand transposer ou ne pas transposer, quand changer de section, combien de fois répéter, à quel point changer, etc. Peu importe le style de musique, des accords simples et une structure équilibrée, ça fonctionne. Une harmonie complexe et une structure déséquilibrée, ça ne marche pas. C'est même parfois pire lorsqu'un compositeur s'acharne à vouloir paraître intelligent dans son harmonie. Parce que la parcimonie qui aurait pu faire de ces extravagances harmoniques des climax poignants manque, et fait de son œuvre un fourre-tout chargé et désagréable à écouter. On entend souvent ce genre de choses chez les compositeurs amateurs qui se passionnent pour l'harmonie. C'est trop chargé et ça sonne patchwork. Mieux vaut une bonne structure avec des degrés simples qu'un enchaînement maladroit de prouesses harmoniques. C'est un peu comme en art pictural en fait. Ce qui fait qu'un tableau fonctionne, c'est le cadrage, l'agencement, le chemin de la lumière. C'est pas vraiment la complexité de ce qui est représenté. Peu importe si la technique est classique, impressionniste ou moderne, un tableau devant lequel on s'arrête est un tableau qui a une manière de nous montrer ce qu'il nous montre. Il faudrait éviter certains tempi. C'est une théorie selon laquelle on devrait faire de la musique à certains tempi, le pluriel de tempo, uniquement, correspondant à ceux qui sont disponibles sur les métronomes mécaniques. Soi-disant, le fait d'utiliser un tempo qui n'était pas indiqué sur les vieux métronomes, comme 61, déstabiliserait l'auditeur qui a pris l'habitude des paliers de tempo qu'on pouvait donner au clic dans les années 60. C'est n'importe quoi. Personne ne fait la différence à l'oreille entre du 60 et du 61 BPM. Et croyez-le ou non, mais toutes les musiques qui précèdent l'invention du clic d'enregistrement sont écoutées à un tempo variable qui accélère et ralentit. Et les auditeurs n'étaient et ne sont toujours pas déstabilisés. Dans vos logiciels, créer un morceau à 61,356 BPM si ça vous chante, ça ne changera rien à personne. Simplement, si vous écrivez sur partition, le chef d'orchestre et les musiciens décoderont plus simplement 60 ou 62 que 61 puisqu'ils ont travaillé les tempi qui étaient sur les métronomes. Donc ils l'ont en tête plus facilement. Et de là à jouer un 60 ou un 62 complètement invariable... Non, franchement le tempo ça change rien. Mieux vaut écrire un tempo arrangeant quand on est joué sans clic, mais sinon on s'en fiche. Le MP3 serait mauvais. Ça y est, on rentre un peu dans la technique, pour une idée reçue qui a vraiment la peau dure, mais tout le monde parmi vous a déjà entendu parler du MP3. Chez les gens du son, particulièrement chez ceux qui ont vécu la mort du CD, la diabolisation du MP3 a fait un bout de chemin. Ce format de l'enfer, qui a fait disparaître le format physique, serait d'une qualité déplorable par rapport au PCM, c'est-à-dire au format WAV ou AIFF, les formats qu'on appelle sans perte, donc haute qualité. Le MP3 est un format de compression très ingénieux, qui part des fichiers PCM sans perte et qui en réduit considérablement la taille, ce qui cause une perte de données, donc une perte de qualité indéniable. Les MP3 à très bas débit, les premiers qui ont existé, étaient parfois si déplorables qu'ils pouvaient quasiment faire disparaître des cymbales en tabassant les aigus. Ceci étant dit, aujourd'hui le MP3 monte à 320 kilobits de débit. Il existe donc plusieurs qualités de MP3, et les MP3 de mauvaise qualité détériorent indubitablement l'expérience d'écoute. Mais aujourd'hui, le MP3 est certes partout, mais il est la plupart du temps en 320 kilobits. À moins d'avoir une connexion internet déplorable sur Spotify, où la qualité peut être réduite. Et le MP3 320, c'est super dur d'entendre la différence avec du Wave ou de la IFF. En mettant les signaux en opposition de phase, on voit bien qu'il y a une perte, mais qui est inaudible en blind test, même pour les ingénieurs du son avec des oreilles très affûtées.
Et si des oreilles très affûtées ne font pas la différence, pourquoi continuer d'embêter le public pour qu'il arrête d'écouter en MP3 ? Travailler le son en MP3 peut être une idée moyenne, parce que enchaîner les compressions arrivera sans aucun doute à un résultat amoindri. Mais pour l'écoute, il est temps que le débat prenne fin. Et si vous voulez me contredire sur celui-là, ça se passe pas dans les commentaires. Je veux une preuve que vous êtes capable de faire la différence entre du PCM et du MP3 320 kilobits à l'aveugle, avec une marge d'erreur négligeable. Je peux malheureusement pas vous le faire là, parce que YouTube compresse lui-même l'audio, donc ça servira à rien, mais n'hésitez pas à le tenter. Je vais faire court. Tout ingénieur du son qui vous vend un mastering audiovisuel, c'est-à-dire un mastering audio destiné à de la vidéo, est un charlatan ou un ignorant. Et oui, ils existent, ces charlatans, qui essaient de vendre du vent à des compositeurs de musique à l'image. Le mastering est un procédé de travail du son qui concerne l'industrie musicale, et qui consiste à optimiser le niveau sonore de la musique, à faire le choix du niveau sonore de diffusion, et à effectuer quelques retouches sur le fichier mixé, c'est-à-dire non pas les pistes séparées, mais le fichier complet. Ce procédé n'existe pas en audiovisuel, tout simplement car l'étape qui suit le mixage de la musique sur un film, c'est le mixage du film lui-même. La personne donc qui décidera du niveau de diffusion et qui effectuera des retouches sur le fichier d'ensemble de la musique, c'est le mixeur du film. Il en va de même pour la télé et pour toutes les autres formes de vidéo. La seule utilité du mastering, c'est pour la diffusion sur les plateformes ou la gravure sur CD ou vinyle. Encore une très rapide. Ce mot, qu'on trouve un peu partout dans les logiciels audiovisuels et donc les logiciels de son, se prononce engine. Pour une raison mystérieuse, dans les milieux audiovisuels français, il se répand beaucoup sous la prononciation engine. Les gars, je sais que c'est pas très grave, mais on a déjà perdu le terme voix off, qui est une invention française à base de mots anglais, puisqu'en anglais tout le monde dit voice over. Ne perdons pas engine. Soit vous dites engine, soit vous dites engine, mais n'inventons pas une prononciation à l'anglaise qui n'existe pas. N'arrête pas de passer pour des glands. Rejoignez-moi dans ma quête pour faire rétropédaler cette prononciation du mot engine. La dernière pour aujourd'hui. Ça va être un peu technique. Je vais faire une rapide remise à niveau pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne. J'espère que ce sera le plus clair possible, même si ce sera sûrement plus facile à comprendre avec un petit bagage en technique du son. Disons que je l'ai pas mis à la fin pour rien. Depuis les années 80 à l'apparition du CD, une guéguerre dans l'industrie de la musique est née pour faire sonner les morceaux de plus en plus fort, afin de bénéficier d'une illusion psychoacoustique qui fait qu'une musique plus forte sonne mieux pour un auditeur. Ainsi, en passant ta chanson à la radio, ton objectif c'était de sonner plus fort que tes voisins. Cela à coup de compresseurs et de limiteurs. C'est comme ça qu'est née la Loudness War, qui a mené des disques à être complètement saturés dans le seul but de sonner fort. Ça a réduit la dynamique des morceaux, c'est-à-dire l'écart entre les niveaux forts et les niveaux faibles, puisqu'on a mis tous les niveaux à fort, en créant ce qu'on appelle cyniquement des mastering saucisses en raison de la forme d'onde complètement écrasée. Beaucoup de gens se désolent de cette Loudness War qui a tué la dynamique, donc une part de naturel dans la musique. Mais aujourd'hui, on dit parfois que la Loudness War arrive à son terme, depuis que les plateformes d'écoute ont suggéré des standards de volume moyens. En gros, en activant une option sur Spotify ou Deezer, la plateforme va descendre le niveau des morceaux qui ont une moyenne sonore trop haute, ce qui va pénaliser les morceaux dont le volume est ultra maximisé puisqu'ils sonneront moins fort que les autres. Donc la bonne solution de mastering serait de suivre la norme imposée par les plateformes pour sonner au même niveau que tout le monde, et donc la Loudness War disparaîtrait. Il y a 3 raisons pour lesquelles malheureusement ce n'est pas vrai. La première, c'est que la normalisation de volume des plateformes n'est pas très agréable en tant qu'auditeur. Moi par exemple, j'écoute des styles musicaux assez variés, et il m'arrive de passer du métal au jazz, ou inversement par exemple. Le métal est un style très ultra maximisé, alors que le jazz est un style qu'on laisse plutôt au naturel, avec beaucoup plus de dynamique, et donc beaucoup moins fort. Sans la normalisation, le métal va donc sonner beaucoup plus fort que le jazz. Mais avec la normalisation, en fait, c'est exactement l'inverse. Comme le métal a très peu de dynamique, tous les niveaux sont très forts, il va être beaucoup plus baissé par la normalisation, alors que le jazz qui a beaucoup de dynamique va être remonté. Et en fait, je préfère largement me faire casser les oreilles par du métal, parce que je m'y attends et que je baisse le volume mécaniquement en fonction de ce que je vais m'envoyer dans les oreilles, que par un trio jazz tout doux qui va complètement me prendre un revers. Donc moi, mais aussi beaucoup d'autres auditeurs, décident de désactiver la normalisation. La seconde raison, c'est que si toutes les productions sont forcées à avoir une moyenne sonore basse, elles trouvent quand même des subterfuges pour sonner plus fort. C'est très simple en fait, il suffit d'avoir une partie très calme dans son morceau. Une partie ultra calme et une partie ultra forte, ça fait une moyenne entre les deux. Et il y a déjà une tendance dans le hip-hop américain qui commence à se dessiner, qui consiste à avoir une introduction ou un pont à très faible niveau pour descendre la moyenne complète, ne pas être pénalisé par la normalisation, mais quand même sonner plus fort que tout le monde sur les parties importantes du morceau. Donc même avec cette norme, la Loudness War n'est pas vraiment finie. En fait, tant qu'il existera l'illusion psychoacoustique qui fait qu'un morceau plus fort nous donne plus de plaisir,
la Loudness War continuera d'exister. Mais la dernière raison, celle qui fait qu'aucune production du commerce ne respecte les normes des plateformes de streaming, allez vérifier, c'est le fait que Spotify, avec son outil de normalisation, recompresse derrière vous pour faire sortir le morceau encore plus fort que leurs propres normes, à moins 12 dB plutôt que moins 14, pour ceux qui connaissent les outils de mesure. J'ai halluciné en apprenant ça, mais en fait, la musique qui sort de Spotify est plus forte que les fichiers que Spotify vous demande de livrer. Ce qui veut dire qu'ils compressent eux-mêmes la musique livrée à la norme, ils sont obligés. Pour les ingénieurs de mastering, c'est hors de question de se faire modifier son mastering par un outil externe sur lequel on n'a pas de contrôle. La seule façon d'entendre son mastering sans effet ajouté par Spotify, c'est donc de masteriser plus fort que leurs normes, entre moins 12 et moins 8 dB à l'UFS. Comme ça, au pire, ta musique est baissée, mais ton fichier n'est pas modifié. Et donc ceux qui se font pénaliser par le système de normalisation de Spotify, c'est ceux qui masterisent moins fort. C'est ceux dans le jazz ou le classique qui décident de masteriser en dessous de moins 12, parce qu'ils vont être repoussés par les compresseurs de Spotify et en prendre plein la tronche. Donc ceux qui se font pénaliser par le système, c'est plutôt ceux qui masterisent plus bas dans le jazz et le classique avec plus de dynamique qui vont se faire écraser par les compresseurs de Spotify pour sortir à moins 12 dB à l'UFS. La norme qui devait mettre fin à la Loudness War est donc celle qui la relance. C'est tout pour cette première cargaison d'idées reçues que je me devais de remettre en question. On peut prolonger la discussion en commentaire si vous le souhaitez, mais avec respect et courtoisie.